Bonjour à tous, merci d'assister à cette présente conférence. Je m'appelle Isabelle Linteau, je suis coordonnatrice professionnelle à l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, ou dit plus court l'UETMI. Je vous préviens, on va mentionner souvent le mot UETMI dans le reste de la conférence, donc retenez que c'est l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention. Je suis à l'UETMI depuis juillet 2021. Auparavant, j'ai travaillé quelques années à l'INES où j'occupais une fonction de professionnel scientifique. Donc, je cède la parole à ma collègue Nguyen. Merci beaucoup, Isabelle, et bonjour à tous. Donc, je suis Nguyen Jai, conseillère scientifique en évaluation de programme au sein de la cellule REIS, REIS pour Réseau d'évaluation de l'innovation en santé. Donc, je suis rattachée donc à l'UETMI, que j'ai rejoint depuis septembre 2024. Alors, pour moi, j'ai un background en recherche évaluative et en évaluation d'intervention communautaire, donc dans des cabinets de conseil. Et effectivement, j'ai passé le plus clair de ma carrière dans une unité d'apprentissage et de transfert de connaissances à l'OMS, plus particulièrement en évaluation, donc en évaluation d'impact. Et voilà, donc en travaillant sur une plateforme de diffusion de cours de santé publique. Donc voilà, on est très content d'avoir eu autant d'engouement pour cette conférence. Avant de la débuter, je tiens juste à préciser que si jamais vous avez des questions pendant notre conférence, je vous invite à les rentrer dans l'outil de questions-réponses sur Zoom. Vous pouvez normalement la trouver en bas de la page de la fenêtre. Donc voilà. Alors, les connaissances scientifiques dans le domaine de la santé et des services sociaux, tout comme les innovations technologiques, elles connaissent une très grande croissance, donc une croissance sans précédent depuis ces dernières années. Alors aujourd'hui, on espère donc voir avec vous comment naviguer dans cette ère de changement et d'innovation, car pour offrir les meilleurs soins et services à la population, les travailleurs et travailleuses de notre réseau de la santé, de nos services sociaux, doivent pouvoir se tenir à jour, en fait, pour de ces nouvelles avancées. Alors aujourd'hui, en s'appuyant vraiment sur des exemples concrets, notre conférence vise à montrer comment les UETMI, donc les unités d'évaluation des technologies et des modes d'intervention, la répétition est pédagogique, donc voilà, de nos réseaux qui existent donc dans les différents établissements de santé, surtout ceux qui ont donc une désignation universitaire, c'est comme obligatoire d'avoir une UETMI, comment les UETMI et aussi d'autres organisations savantes à travers le monde, eh ben, ces institutions peuvent nous soutenir, donc nous, intervenants et intervenantes et gestionnaires du réseau, dans la mise à jour de nos connaissances ainsi que dans nos prises de décision vis-à-vis de nos pratiques. Alors, juste avant de plonger dans cette conférence, pour peut-être structurer, il y a deux grands volets vraiment qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment donner plus de détails sur les produits de notre UETMI, qui sont une excellente stratégie en fait de synthèse pour naviguer une abondance d'informations. Et dans un deuxième volet, nous présenterons également d'autres stratégies gagnantes pour rester à flot. Donc, Ah, je oui. pense que tu as passé tout droit. Merci. Alors, ici, on a le plan de la présentation. Donc, pour commencer ici, c'est vraiment voir dans un premier temps la progression des connaissances scientifiques et des innovations technologiques en santé et en services sociaux. Dans un deuxième temps, c'est comment les organisations savantes comme les UETMI peuvent nous soutenir. Dans un troisième temps, on abordera justement les stratégies pour la mise à jour de ces connaissances-là, pour nous donc intervenants et gestionnaires. Et on finira donc par la période d'échange avec les questions que vous aurez tout au long de la présentation. Parfait. Donc, je vais poursuivre. Alors, pour situer le niveau de progression des connaissances scientifiques et des innovations technologiques en santé et en services sociaux, on est allé chercher pour vous quelques données là, qui nous semblaient très intéressantes. En fait, pour moi, c'est très éloquent. D'abord, le nombre de nouvelles publications scientifiques qui ont été cataloguées annuellement dans deux bases de référence bibliographiques
PubMed et PsycInfo. Pour ceux qui seraient moins familiers là, avec ces bases, PubMed est principalement axé sur la médecine, la biologie, les sciences de la santé, alors que PsycInfo est spécialisé en psychologie, puis d'autres disciplines connexes, là, comme par exemple travail social, criminologie, psychoéducation. Donc, du côté de PubMed, le nombre de nouvelles publications était 3 fois plus élevé en 2024 comparativement à l'an 2000, ce qui représente une augmentation de 225. Donc, on publie vraiment plus en 2024 qu'auparavant, au début des années 2000. Du côté de PsycInfo, le nombre de nouvelles publications était pour sa part 2 fois plus élevé en 2024 comparativement à l'an 2000, ce qui représente de son côté une augmentation de 114. Plus spécifiquement aux innovations technologiques en santé, une autre façon là, d'illustrer leur progression, c'est en regardant les demandes de brevets qui sont déposées annuellement. Par exemple, on a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a publié en 2021 un rapport sur les demandes de brevets qui sont spécifiques aux technologies d'assistance en santé. Et dans le rapport, on fait la distinction entre deux types de technologies, les technologies d'assistance classiques et les technologies d'assistance émergentes. Peut-être juste préciser, les technologies d'assistance émergente, c'est en fait là, ce que nous, quand on parle d'innovation, ce sont des innovations qui vont intégrer, par exemple, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, des capteurs avancés, la robotique de pointe, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Alors, si on y va du côté des technologies d'assistance classiques, le nombre de demandes de brevets déposées annuellement était 3 fois plus élevé en 2017 qu'en 98, ce qui représente une augmentation de 232 des demandes de brevets. Je suis désolée, la chronologie arrête à 2017 parce qu'en fait, le rapport, les données n'ont pas été mises à jour depuis la publication du rapport. Du côté des technologies d'assistance émergente, le nombre de demandes de brevets déposées annuellement était 11 fois plus élevé en 2017 qu'en 1998, ce qui représente une augmentation de 1042. Je veux dire, c'est astronomique. Alors, on voit que les technologies d'assistance progressent des deux côtés, mais le taux de croissance est 4 fois plus élevé pour les technologies d'assistance émergentes, donc du côté des innovations. Dans le même rapport, on distingue 6 catégories de technologies d'assistance émergentes, celles qui se rapportent à la communication, à l'environnement, à l'audition, à la mobilité, aux soins auto-administrés et à la vision. Et en 2017, les catégories audition et mobilité se sont particulièrement démarquées. Plus précisément, 36 des demandes de brevets étaient pour des technologies relatives à la mobilité et 25 en audition. Donc, si je résume ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment, on assiste à une augmentation sans précédent des connaissances scientifiques et des innovations technologiques, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Je veux dire, on améliore nos pratiques, on développe de nouvelles façons de faire, mais ça peut devenir tout un défi pour les milieux pratiques de suivre la cadence puis d'ajuster ces pratiques en conséquence. Alors, je te cède à nouveau la parole, Ngouille. Merci Isabelle. Donc voilà, on rentre dans la partie où on va vraiment voir comment les organisations savantes comme les UHMI peuvent nous soutenir. Parfait. Alors, on change la diapo, ça prend un peu de temps. Alors, l'UETMI, vraiment, en tout cas du sud, du centre-sud, porte les mandats qui suivent. Donc, ça va vous aider un peu à comprendre où est-ce qu'on se situe. Et on pourrait aussi généraliser, bien vrai que l'offre de service peut être sensiblement différente avec les autres UETMI des autres établissements. Mais on va illustrer un peu la fonction des UETMI en se basant sur notre SUS du centre-sud. Alors, son premier mandat est vraiment
le soutien à la prise de décision, donc des gestionnaires, cliniciens et des autres professionnels à l'aide de synthèses de connaissances, donc basées sur les données scientifiques et donc bien entendu pertinentes. Le deuxième mandat est vraiment de faire connaître les meilleures pratiques cliniques et organisationnelles en santé et services sociaux. Et notre troisième mandat est vraiment de favoriser les arrimages entre les milieux de la recherche et les milieux cliniques, et ce vraiment en travaillant en étroite collaboration avec les directions cliniques et les IU, donc les instituts universitaires du SUS du Centre-Sud. Alors, il faut noter aussi que les UETMI ne sont pas les seuls producteurs de ce qu'on appelle les ETMI. Donc, c'est vraiment le produit, ces évaluations qui, en somme, sont une certaine méthodologie. Il existe en fait un large réseau de producteurs d'ETMI. On va commencer au niveau provincial avec l'INES qui est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux, ce qui répond donc plus à des mandats ministériels. Un deuxième niveau, ici, on retrouve les établissements de santé. Donc, chaque SUS, comme je disais tantôt, avec une désignation universitaire, devrait avoir une UETMI. Ces UETMI produisent donc ces ETMI au niveau donc de ce service-là. Et en fait, on retrouve aussi d'autres UETMI qui sont rattachés, elles, à des centres hospitaliers, donc comme le CHUM, le CHU Sainte-Justine, etc. Donc, ailleurs dans le monde, comme je disais, l'ETMI est une méthodologie. Donc, c'est une méthodologie bien reconnue et utilisée ailleurs. Donc, on retrouve la France avec la Haute Autorité de Santé, on retrouve l'Angleterre avec le National Institute for Health and Care Excellence. Ça, c'est des organisations qui produisent, qui font de l'ETMI, mais on retrouve aussi des réseaux d'organisations qui en font. Donc, parmi eux, on a INATA, on a aussi le HTAI, qui est le Health Technology Assessment International. Donc, c'est vraiment des ETMI produits par donc le réseau, en fait, les membres de ces organisations-là. Alors, si on revient donc à notre UETMI du Centre-Sud, avec des exemples concrets, en fait, pour vraiment naviguer dans une abondance d'informations, notre offre de service se décline en 5 produits qu'Isabelle va vous détailler dans un instant. Donc, les 4 premiers produits, à savoir la réponse rapide, la revue rapide, l'ETMI abrégé et l'ETMI classique, en fait, on fait une synthèse de la littérature, mais dont l'exhaustivité de la recherche documentaire et la profondeur de l'analyse vont en augmentant. Alors, on retrouve un nouveau produit de notre UETMI, qui est l'évaluation de programme, qui présentement a un focus sur l'innovation, donc des technologies en santé et qui se distingue dans le sens où elle mesure en fait la valeur d'une intervention. Donc, Isabelle va pouvoir vous détailler avec des exemples concrets les nuances entre ces différents produits. Merci, Gouille. Je vais juste voir, je cherche mon curseur et voilà. Donc, on commence avec le premier produit qui est la réponse rapide. Une réponse rapide, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une synthèse des connaissances qui s'appuie sur une recherche sommaire de la littérature. J'insiste sur le mot sommaire. Ça arrive parfois qu'on puisse consulter des experts lorsque c'est un sujet là, qui est très peu étudié. L'objectif ici, c'est de décrire des pratiques et non d'évaluer leurs effets. On cherche simplement à savoir ce qui existe, ce qui se fait dans le monde. C'est le produit dont le délai de réalisation est le plus court. On parle environ 3 mois, dépendamment de la complexité du sujet. Et pour illustrer le tout, un premier exemple. Alors, ici, au CIUS du Centre-Sud, il y a la Direction des services professionnels qui s'est penchée sur la question du congé hospitalier chez les personnes qui sont en situation d'itinérance hospitalisées pour des problèmes de santé physique. Bon, c'est une clientèle qui très souvent va séjourner plus longtemps à l'hôpital parce que les patients, ben, ils n'ont pas d'endroit sécuritaire pour poursuivre leur convalescence après le congé. Ce qui fait en sorte que les personnes vont occuper des lits plus longtemps,
même si leur état ne le requiert plus. Donc, il n'y aurait pas besoin de rester à l'hôpital s'il y avait un endroit pour poursuivre leur convalescence de façon sécuritaire. Alors, la DSP elle souhaitait évaluer différentes options puis proposer des pistes de solutions. Puis pour soutenir là, sa réflexion, elle a interpellé l'UETMI et nous a posé la question suivante. Quelles pratiques recense-t-on dans la littérature pour assurer le congé sécuritaire des personnes en situation d'itinérance hospitalisées pour des problèmes de santé physique? Et pour répondre à la question, on a évidemment réalisé une réponse rapide qui nous a permis d'identifier plusieurs pratiques regroupées en trois grandes catégories. Bon, première catégorie, il y avait le Medical Respite Care, qui est un modèle américain. C'est vraiment ce modèle-là qui a fait l'objet de le plus de publications dans la littérature. Il y avait ensuite les autres programmes de soins de convalescence qui présentaient certaines similarités, mais aussi des différences avec le modèle américain. Et ensuite, il y avait tout ce qui touchait la médecine de rue. Là, c'est vraiment, là, je présente ça de manière ultra succinct. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous voyez là, en dessous de l'encadré bleu, il y a la source. Vous avez juste à cliquer en fait sur l'hyperlien. On va, à cet effet-là, partager le PowerPoint après la présentation. Donc, vous pourrez vous y référer. Deuxième produit, la revue rapide, c'est une évaluation qui s'appuie cette fois sur une recension ciblée de la littérature. Donc, réponse rapide, on parlait d'une recherche sommaire. Ici, on est dans une recension qui est ciblée. Contrairement à la réponse rapide, ici, on ne fait pas juste décrire des pratiques, on évalue également leurs effets. Donc, dans une revue rapide, on va dégager des constats qui sont partiels sur, par exemple, l'efficacité ou l'innocuité d'une pratique. Et on parle de constats partiels parce que, comme je disais, on s'appuie sur une recension ciblée de la littérature, ciblée, mais tout de même plus élaborée que dans une réponse rapide. Comme la recherche et l'analyse sont plus poussées, ça prend un peu plus de temps à réaliser, aux alentours de 6 mois. Encore une fois, un petit exemple, il y a le programme de réadaptation au travail ici dans notre CIUS, à la direction DITSADP, qui nous a posé la question suivante. Quelles sont les meilleures pratiques de réadaptation au travail pour la clientèle AVC ambulatoire? Ce que nous disait en fait l'équipe du PRT, c'est que comparativement à d'autres clientèles, le taux de retour au travail était assez bas chez les personnes qui ont subi un AVC. Puis l'équipe, en fait, elle souhaitait valider ces pratiques selon la littérature scientifique la plus récente. Est-ce que ce qu'on fait, c'est encore la meilleure chose? Est-ce qu'il faudrait modifier nos pratiques? Donc, pour répondre à la question posée, l'UETMI a réalisé une revue rapide qui nous a permis d'identifier au total 10 programmes et interventions de réadaptation au travail regroupés en deux grandes catégories. Il y avait d'abord les programmes de réadaptation au travail qui adoptaient une approche globale, c'est-à-dire qui ne se limitaient pas qu'aux incapacités physiques du patient qui pouvaient, disons, ralentir le retour au travail. Et à l'inverse, il y avait des interventions qui ciblaient spécifiquement, mais je dirais exclusivement les incapacités physiques qui pouvaient affecter le retour au travail. Encore une fois, si c'est un sujet qui vous intéresse, la référence se trouve euh, au bas de la diapositive. Maintenant, on passe à l'ETMI abrégé, qui est notre troisième produit. L'ETMI abrégé, c'est une évaluation qui s'appuie cette fois sur une recension exhaustive. Donc, on est passé d'une recherche sommaire à une recension ciblée. Là, on arrive à une recension exhaustive, la littérature. L'analyse et la synthèse des données permettent de dégager des constats. Donc, revue rapide, on parlait de constats partiels. Ethnie abrégé, là, on parle vraiment de constats sur une ou plusieurs dimensions d'évaluation. Ça peut être l'efficacité, l'innocuité, l'efficience, l'équité des pratiques. Ça peut être autre chose aussi. Encore plus poussé qu'une revue rapide, c'est sûr que le délai de réalisation est plus long. Ça tourne généralement autour de 12 mois. La raison pour laquelle on dit ethnie abrégée, c'est parce que contrairement à l'ethnie classique, on ne formule pas de recommandations. On vous dira en gros, là,
Voici ce que la littérature nous dit, mais on ne fera pas de recommandations sur les pratiques qui devraient être adoptées. Un exemple de projet d'ethnie abrégée nous provient, en fait, la demande nous provenait de l'équipe du soutien à domicile. La question qui nous avait été posée, c'est de quelle façon les technologies peuvent-elles favoriser un meilleur soutien des personnes proches aidantes et l'engagement, la collaboration des parties prenantes dans le but d'améliorer le soutien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. Et l'ETMI a permis de dégager 65 interventions numériques et pour la grande majorité d'entre elles, on a pu tirer des constats sur les effets de ces interventions-là, donc les effets sur les personnes proches aidantes, sur les personnes aidées et sur les professionnels. C'est en fait un produit très récent là, qui a été diffusé, si je ne me trompe pas, en octobre dernier, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Quatrième produit, l'ethnie classique. C'est en fait comme l'ethnie abrégée, donc une recension exhaustive de la littérature scientifique, mais on ne se limite pas à ça. On va également collecter des données contextuelles. Par exemple, ça peut être des données clinico-administratives ou des documents internes à l'établissement et aussi des données expérientielles qu'on va généralement colliger dans le cadre de focus group ou d'entrevues avec les parties prenantes. Puis c'est vraiment là, en triangulant là, les trois types de données scientifiques, contextuelles et expérientielles, qu'on va parvenir à formuler des recommandations de pratique qui seront par ailleurs délibérées en comité. Donc, ce n'est pas que les recommandations des professionnels de l'équipe projet, là. Les recommandations sont par la suite délibérées en comité. C'est une démarche qui est beaucoup plus complète que les précédentes, là, mais qui nécessairement prend beaucoup plus de temps à réaliser. On parle de 14 à 18 mois, mais c'est sûr que les milieux pratiques ne peuvent pas toujours attendre aussi longtemps là, avant d'avoir une réponse à leurs questions. Donc, on en fait souvent. On en fait en fait moins souvent des ethnies classiques. Un exemple, il a été démontré qu'au Québec et probablement là, ailleurs dans le monde, bien, les jeunes en situation de placement sont désavantagés sur le plan scolaire et à risque de présenter de grandes difficultés à l'école. Euh, alors, la direction du programme jeunesse et la direction de la protection de la jeunesse nous ont conjointement posé la question suivante. Quelles sont les meilleures pratiques pour soutenir la réussite scolaire des jeunes en situation de placement? L'UETMI a réalisé une ethnie classique en collaboration, et je tiens à le souligner, avec l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, ici au CIUS. Et au terme de la démarche, il y a trois conditions gagnantes pour favoriser la réussite scolaire qui ont été dégagées et 7 recommandations qui ont été formulées. Les recommandations s'articulent autour de trois grands axes, soit arrimer les interventions à la complexité de la situation du jeune, intervenir pour répondre à des problèmes spécifiques et intervenir pour répondre à des problèmes complexes. Là, je suis tout à fait consciente là, que ça ne dit pas grand-chose, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. N'hésitez pas encore une fois à aller consulter le rapport complet. Les 4 produits présentés jusqu'à présent sont des synthèses de connaissances qui s'appuient majoritairement ou exclusivement sur la littérature. L'évaluation de programmes et d'innovation, pour sa part, c'est complètement autre chose. Euh, Ma collègue en a déjà glissé un mot, mais en gros, c'est une méthode qui permet de déterminer la valeur d'une intervention, d'un programme ou d'une innovation pour le patient ou usager, l'organisation ou la société. Et pour ce faire, l'UETMI fait une collecte de données auprès de participants, un peu comme on fait là en recherche. À l'heure actuelle, le service d'évaluation de programme dépend entièrement de financement externe et se concentre exclusivement sur les innovations technologiques en santé. On souhaiterait un jour étendre notre offre de service, mais pour le moment, c'est comme ça. Un dernier exemple, alors, l'UETMI, en collaboration avec une chercheure du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, donc le CRUJM,
a évalué Vigixia. Vigixia, qui est une technologie de télésurveillance à domicile pour les personnes âgées qui présentent des troubles cognitifs. C'est une technologie qui a été développée par la coopérative Ixia, alors on comprend le nom Vigixia. La question à laquelle devait répondre l'évaluation, c'était la suivante. Quels sont les avantages nets, les facteurs facilitants et les obstacles associés à l'implantation de Vigixia au sud du centre-sud de l'île de Montréal? De façon générale, le rapport montre que la technologie de télésurveillance a été bien acceptée par les cliniciens et les usagers, ce qui facilitait au final la prise de décision clinique et améliorait la pertinence et la coordination des services à domicile. Toutefois, le rapport souligne qu'il y a des améliorations au plan technique qui sont nécessaires, de même qu'une certaine réorganisation du modèle de soutien à domicile pour maximiser les avantages de l'innovation technologique. Alors, c'est ce qui termine en fait la présentation de nos différents produits à l'UETMI. Bon, c'est nos produits, mais si vous consultez les autres UETMI au Québec, euh, ils peuvent, en fait, il y en a plusieurs en fait qui vont offrir des produits similaires aux nôtres. La méthodologie peut varier d'un établissement à l'autre, mais généralement, ça se ressemble quand même assez bien. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, maintenant, vous devriez en fait avoir une bonne idée de ce qui est disponible au sein de nos organisations avec nos services UETMI, comme vient de le mentionner Isabelle, peut-être avec des nuances, mais ça vous donne un bon survol. Nous allons enchaîner maintenant avec d'autres propositions en fait de stratégies pour la mise à jour des connaissances et aussi juste pour rappel, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'outil de questions-réponses. Voilà, donc ici on a deux cas de figure en fait pour mettre à jour nos connaissances. On a vraiment distingué ici deux catégories de stratégies selon l'objectif poursuivi. Donc en fait, on peut en fait vraiment vouloir approfondir sur un sujet spécifique. On va donc activement chercher de l'information détaillée sur un sujet précis. Et en fait, en deuxième catégorie, on peut vouloir rester au courant de manière continue sur les dernières avancées de son domaine. Bien entendu, il existe aussi d'autres stratégies, hein, c'est pas hyper exhaustif, mais dans le fond, nous, aujourd'hui, on se concentre sur ce qui bénéficierait, selon nous en tout cas, le plus aux cliniciens et aux gestionnaires. Donc, c'est vraiment notre cible par rapport aux stratégies qu'on va proposer. Alors, on va commencer par la première catégorie où l'on souhaite vraiment approfondir un sujet spécifique. Donc, un exemple concret, un scénario, on va dire un infirmier ou une infirmière qui se balade dans le couloir et qui se demande, tiens, est-ce que les protocoles d'évaluation de la douleur chez les patients non communicants ont changé récemment? Ou sinon, elle peut, si elle est en gériatrie, se demander, mais quelles sont les meilleures pratiques actuelles pour la prévention des chutes chez les patients gériatriques? Donc, quelque chose qui vous préoccupe ou une certaine curiosité pour vraiment se dire, mais où est l'innovation? Quelle est l'innovation dans mon domaine actuellement? Donc, il y a autant en fait de questions que de domaines et de sous-domaines qui existent. Donc, vraiment, là, on est dans la catégorie où on souhaite approfondir sur un sujet. Donc voilà, comme première stratégie ici, dans cette catégorie, comme présenté plus tôt, l'UETMI est un très bon réflexe parce que c'est une synthèse de connaissances qui a déjà été faite. Il faut donc regarder les publications qui sont parues, donc, ou celles qui sont en cours. Les avantages nets, en fait, des ETMI produits par les UETMI, c'est que l'effort est moindre de notre part. Donc, ça demande moins d'efforts parce que les connaissances sont déjà synthétisées. Elles sont aussi adaptées au grand public. Donc, elles se veulent très accessibles, les ETMI, au niveau du jargon qui n'est pas utilisé. C'est vraiment simplifié pour être adapté au grand public. Par contre,
Il faut aussi considérer le fait que les ethnies peuvent être enfin produire en tout cas, être des rapports volumineux. Donc pour mitiger cette contrainte, il faut aussi noter que souvent, lorsque ces rapports sont produits, ils sont accompagnés d'outils de transfert de connaissances, comme des résumés, des sommaires ou encore des infographies. Alors, comme on disait tantôt, il existe différents producteurs d'ethnie et vraiment à différentes échelles. Donc, au niveau de notre SUS, du centre-sud, on a le site web de l'UETMI. Au niveau provincial, on a le site web de l'ETMI et bien entendu, vous allez pouvoir consulter ces ressources dans la présentation qui vous sera transmise euh, après. Dans le fond, au niveau national également, on a plusieurs institutions qui produisent des ressources utiles, comme en Ontario, en Alberta aussi. On a aussi l'Agence des médicaments du Canada qui en produit. Et sinon, comme mentionné tantôt, l'INATA est définitivement une référence mondiale et un incontournable même dans le domaine des ethnies parce que tout simplement, elle regroupe les ethnies en cours et publiées de tous les organismes membres. Donc, ça fait vraiment une belle base de données. Et pour finir ce survol, on a vraiment les plateformes utiles qui aussi proposent des ressources en français comme la Haute Autorité de Santé en France et le KCE en Belgique. On passe maintenant, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, ici, on a en fait une deuxième stratégie que vous pouvez faire pour justement approfondir sur un sujet, donc qui est vraiment la recherche documentaire au niveau de nos services bibliothèques. Donc, chaque établissement normalement a ce service. L'avantage net d'avoir recours à ce service, c'est qu'il y a un expert qui va recenser pour vous la littérature pertinente et parfois qui peut être difficile à trouver si on n'a pas l'expertise pour aller chercher dans les bonnes bases de données. Donc, il faut aussi noter les contraintes associées à cette stratégie, donc qui est peut-être l'accessibilité, pardon, des contenus, donc de ces articles scientifiques qui ont, bien entendu, on a une grosse base de données, donc un flot, admettons, débordant de connaissances. Les bibliothèques peuvent nous aider donc à faire ce filtre-là. Donc, c'est vraiment un filtre avec une recension des articles pertinents à votre sujet. Mais dans le fond, les contraintes ici, c'est vraiment d'avoir aussi les compétences pour aller lire ces articles-là qui sont aussi une structure assez classique, donc avec des résumés, etc. Donc, il faut pouvoir lire ces articles scientifiques pour en sortir la substance. Donc, c'est pas forcément accessible à tous. Donc, il y a la question de la littératie. Aussi, un autre côté, un autre aspect à considérer, c'est que bah, justement, il faut pouvoir faire la synthèse de tout ça, que ce soit pour les cliniciens ou les gestionnaires, en tout cas le public qui est visé pour avoir cette nouvelle, en tout cas cette mise à jour de ces connaissances-là. Ici, on vous montre en fait l'offre de service des bibliothèques. On ne va pas passer du temps dessus. Ça va être disponible dans la présentation, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a effectivement beaucoup de services et beaucoup de produits qui peuvent ressortir de ce service-là. Donc, c'est une aide assez précieuse, peut-être qu'on n'utilise pas assez. Alors, pour finir cette première catégorie, on a encore une troisième stratégie qu'on vous propose et qu'on pouvait ne pas mentionner. C'est à l'ère de notre temps. C'est l'IA. C'est tout simplement l'intelligence artificielle avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour les avantages, bien entendu, on commence par l'accessibilité des connaissances. Donc, ça participe vraiment à démocratiser l'accès aux connaissances dans des domaines variés. Et aussi, ça permet aussi de faciliter la compréhension de sujets complexes. À l'IA, on peut lui demander de nous parler comme si on parlait à un enfant de 5 ans, de nous formuler la réponse
pour vraiment favoriser la compréhension. Donc vraiment, c'est un avantage qui est à considérer. Comme deuxième aspect ici, on parle de la productivité et de l'efficacité. L'IA traite vraiment, vraiment très rapidement de très grandes quantités de données. On a aussi un troisième point par rapport à la disponibilité constante. L'IA fonctionne 24 heures sur 24, sans interruption, sans fatigue, sans congé maladie, alors que disons que si c'est pour avoir recours au service de bibliothèque ou de l'UETMI, il y a quand même des heures de travail à considérer. Et en fait, pour finir ce lot d'avantages, on a le fait que l'IA puisse nous donner une entrée en matière. En fait, ça peut vraiment servir de point de départ. Donc, éviter vraiment le syndrome de la page blanche. Donc, vraiment un premier brouillon. Par contre, il faut quand même considérer le lot très important aussi de contraintes qu'il faut factoriser, surtout dans le cadre de notre travail. Et on va commencer par le premier qui est la fiabilité de l'IA. Et on parle souvent d'hallucination même de cette IA. Donc, l'information qu'elle donne peut être inexacte ou totalement inventée et formulée de manière à ce que ça se présente comme une certitude. Donc, il faut faire très attention. Il y a aussi les biais possibles qui sont liés aux données d'entraînement. Donc, dépendamment des données qui ont été fournies à l'algorithme, ça peut donner un type de réponse. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Il y a également un deuxième point par rapport au manque de jugement contextuel. L'IA ne saisit vraiment pas certaines nuances humaines, qu'elles soient émotionnelles ou éthiques, par rapport à certaines situations. Donc, il faut encore rester très vigilant là-dessus. Il y a également un troisième point de dépendance et d'atrophie des compétences, parce que tout simplement, le cerveau est un muscle, il faut l'entraîner. Donc, rester passif, ça entraîne vraiment le risque de réduire le développement de la pensée critique et de l'autonomie. Alors, en quatrième lieu, ici, on a vraiment l'absence de responsabilité, en fait, finalement, de l'IA. L'IA ne peut pas être tenue responsable des erreurs qu'elle donne dans ses conseils, ses recommandations ou tout simplement le copier-coller qu'on aurait fait pour répondre à une question. Donc, vigilance est le mot d'ordre ici avec l'IA. Donc, l'IA, on peut l'utiliser, oui, certainement, mais il faut l'utiliser avec discernement. Donc, garder vraiment un regard critique. Donc, ne pas faire une confiance aveugle, surtout pour des décisions importantes. Il faut toujours aussi vérifier les informations, les croiser avec d'autres sources reconnues, qu'elles soient scientifiques, professionnelles ou terrain. On peut utiliser l'IA, comme on disait tantôt, comme point de départ et non d'arrivée. Donc, considérer les résultats que l'IA nous donne comme des brouillons, vraiment, ou des premières réflexions. Donc, comme on disait tantôt, éviter le syndrome de la page blanche. Et en dernier lieu, il faut être transparent. Donc, mentionner l'usage de l'IA quand c'est pertinent ou requis. Donc, dans cette même veine, les deux dernières diapos présentées, donc incluant celle-ci, ces diapos ont été rédigés avec l'assistance de ChatGPT et de Claude. Donc voilà, c'est ça, ça termine un peu cette troisième stratégie. Alors, pour la deuxième catégorie mentionnée tantôt, pour rester, en fait, pour la mise à jour des connaissances, on a la catégorie où on veut vraiment approfondir sur un sujet précis, mais là, on a aussi la catégorie où on veut juste rester à l'affût des nouveautés. Et pour ce faire, première stratégie, c'est tout simplement de s'abonner aux infolettres pertinentes. Donc, ça peut être des infolettres des instituts universitaires, des centres de recherche de notre ordre professionnel lorsque ça s'applique, des UETMI. Et voilà, vraiment, je pense que lorsqu'on est dans un domaine, on connaît un peu certaines ressources, ben, il faut s'abonner pour pouvoir les recevoir de manière périodique. Au Québec, par exemple, on a les ETMI, les ethnies au Québec, donc au niveau provincial, qui produit 3 infolettres par année. On a aussi l'Ines Express qui est diffusée de manière hebdomadaire. Et ici, comme deuxième stratégie qui est un peu dans la même veine, c'est l'abonnement aux veilles scientifiques qui peuvent peut-être avoir un focus en innovation.
Donc au Québec, à Notcius du Centre-Sud, plus précisément, on a des veilles documentaires réalisées par les bibliothèques du Centre-Sud, mais probablement par d'autres bibliothèques également. On a au Québec également l'INES, qui fait des veilles scientifiques et stratégiques qui peuvent avoir un focus également en innovation. Alors, pour conclure, on vous a fait en fait, on va vous faire un petit récapitulatif des contenus qui ont été abordés là aujourd'hui. Dans un premier temps, quelques statistiques vous ont été présentées, ce qui nous a permis en fait de situer le niveau de progression des connaissances scientifiques et des innovations technologiques en santé et en services sociaux. Plus précisément, on a constaté en fait une augmentation fulgurante du taux de publication scientifique catalogué annuellement dans les bases de données et une augmentation encore plus marquée pour les demandes de brevets liées à des innovations technologiques. Ensuite, comment les organisations savantes comme les UETMI peuvent-elles vous soutenir? Eh bien, en traitant pour vous un volume substantiel de connaissances sur un sujet donné, en produisant des synthèses de connaissances basées sur une méthodologie qui est rigoureuse et transparente, et en formulant des constats ou des recommandations pour vous soutenir dans votre prise de décision. Pour terminer, quelques stratégies pour la mise à jour des connaissances des intervenants et gestionnaires ont été proposées. Les stratégies varient selon l'objectif poursuivi. Si l'objectif, en fait, c'est d'approfondir un sujet spécifique, on vous suggère de consulter des projets, en fait, les projets des UETMI qui sont en cours et ou publiés. En fait, c'est vraiment c'est ça, c'est le scénario idéal. On s'entend s'il y a déjà une UETMI qui a traité la question que vous posez, c'est un produit qui est clé en main. Ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de poursuivre. Vous avez juste à lire le rapport ou les outils de transfert de connaissances. Euh, Sinon, en fait, si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, ben, ça peut être de faire une demande de recherche documentaire par la bibliothèque de son établissement. Si c'est un service qui est offert, bon, au CIUS du Centre-Sud, on est quand même assez choyé. Là, on a une très grande offre de services là, qui est offerte par le service des bibliothèques à voir dans les autres établissements. Et au besoin, ben, le recours aux outils d'IA, mais comme on disait, en redoublant de prudence. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction, ça existe et ça peut être très utile. Il faut juste l'utiliser avec discernement. Pour terminer, en fait, si l'objectif, en fait, c'est tout simplement pour rester à l'affût des nouveautés. Donc, dans son domaine, on souhaite rester connecté là, aux nouveautés. Bien, peut-être que vous le faites déjà, mais ça peut être de s'inscrire aux différentes infolettes ou veilles scientifiques pertinentes. Peut-être, ben, vous le remarquez, là, en fait, là, mais il n'y a pas de solution miracle là, pour rester au fait des nouvelles connaissances scientifiques, des nouvelles innovations technologiques. Il faut quand même avoir développé faut quand même développer une certaine curiosité, là. Donc, ça demande nécessairement des efforts là, de notre part, mais on espère tout de même que les quelques pistes qu'on vous a offertes aujourd'hui vont vous permettre en fait de faciliter en fait votre navigation là, dans cette ère d'innovation et de changement comme on le nommait au départ. Alors, c'est ce qui termine la présentation.